bonjour à tous. Bonjour à tous, je suis Julien Robert, le directeur de Campus Formation. Donc Campus, c'est un organisme de formation qui a comme fil rouge le fait de vouloir promouvoir et développer les pratiques inclusives. Et on est aujourd'hui tous ensemble pour un webinaire sur les questions de développement durable associées aux questions de transformation de l'offre médico-sociale. Donc c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et je voulais remercier tout de suite Richard Loué qui a accepté d'intervenir sur cette thématique. Pour vous prévenir aussi, le webinaire est enregistré. L'idée, c'est qu'on puisse le diffuser, ceux qui ne pouvaient pas être présents mais qui sont intéressés par la thématique. Et donc voilà, comme ça, vous aurez l'occasion de pouvoir le diffuser ou de le revoir si vous le souhaitez. Voilà, je ne parle pas plus, je laisse la parole à Richard qui va pouvoir se présenter et qui va vous donner un petit peu le fil rouge de cette présentation. Et merci d'être présent aujourd'hui avec nous ce soir, mais cet après-midi. Pardon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Richard Loué, je suis chargé de mission de développement durable au GAPAS. Je suis aussi ambassadeur développement durable pour le Centre ressources du développement durable qui est situé à Los Angeles. Et je suis aussi, après je termine avec le CV, expert développement durable pour l'ANAP, pour intervenir et accompagner des établissements qui, à un moment donné, veulent se lancer dans une démarche. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo global au début. Je ne vous connais pas, donc je vais reprendre un peu les fondamentaux des grands enjeux face auxquels nous sommes. Et puis aussi reprendre un petit peu le développement durable, ce que c'est, ce que ça veut dire. Et on verra par la suite les liens assez étroits entre le développement durable et puis l'offre médico-sociale. Donc là, je passe le titre. L'idée de rajouter le mot humain entre développement et durable est une vraie volonté de replacer l'humain en fait au centre des problématiques, puisque à son origine, le développement durable était fort marqué d'une connotation économique. Dans une première partie, on va regarder ce que nous raconte le monde et ce que nous dit le monde. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur ce sujet-là, mais je vais le prendre sur un biais un petit peu plus événementiel, on va dire. Et je vais commencer par un cri d'alarme qui date de 2017, de 15 000 scientifiques à travers le monde, qui interpellent pour mettre en avant les dangers de l'activité humaine et le fait que notre action est trop lente par rapport aux enjeux auxquels on fait face. Donc ça, on est sur l'année 2017. Premier cri d'alarme. Alors, il y en a plein. J'ai mis celui-là parce que c'est celui qui a rassemblé le plus de scientifiques. Donc, il est assez important dans l'histoire, en fait, du développement durable. Ce que disait ce texte, j'ai pris deux extraits très simples. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien tous, sinon je peux en faire la lecture très rapide. Pour éviter une souffrance généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l'humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd'hui. Grosso modo, ça veut dire qu'il faut changer. Nous devons prendre conscience aussi dans nos vies quotidiennes et dans nos institutions gouvernementales avec, alors il manque une partie, donc voilà, j'ai les vignettes devant, il manque une partie des phrases, mais l'idée c'est qu'en fait il n'y a pas de planète B et que la vie et la planète qu'on a actuellement est la seule sur laquelle on peut poursuivre. Là, j'ai fait un petit point d'actualité très récent, puisque ça date du 20 septembre 2023. Antonio Guterres, donc le secrétaire général à l'ONU, a employé les mots assez forts. Donc, ils sont sur le côté. Je vais en faire une lecture très rapide. L'humanité a ouvert les portes de l'enfer. Donc voilà, assez catastrophique. Mais dans son interview et dans son discours, il y avait aussi cette notion, il est encore temps d'agir et il n'est pas trop tard pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré. J'y reviendrai sur cette dimension de la hausse des températures tout à l'heure. Avec aussi cet horizon d'une construction d'un monde encore possible et d'avoir un monde qui reste vivable. Cette image est pour symboliser, donc assez franchement, la question du réchauffement climatique. La question du réchauffement climatique est une question qui est fort présente dans les médias
et qui domine un petit peu. Vous verrez qu'après, je reviendrai sur ce que c'est les limites planétaires, mais on est plutôt dans un constat actuel d'un réchauffement. Alors, je ne sais pas si on peut poser des questions et avoir des réponses, mais pour que vous puissiez vous situer à peu près où on en est exactement dans l'idée du réchauffement climatique. Là, c'est un graphique qui sort des travaux du GIEC, donc du chapitre 1 du 6e rapport, qui précise bien que l'augmentation des températures est due à 100% à l'activité des hommes, à l'activité humaine, et que cette augmentation a vraiment démarré après la Seconde Guerre mondiale et qu'on est actuellement dans une période de croissance des émissions à l'échelle planétaire, puisqu'on descend un petit peu, mais à l'échelle planétaire exponentielle. Si vous avez des questions au cours de route via le chat, ou n'hésitez vraiment pas, ou même à prendre la parole, l'idée c'est de faire un temps qui soit le plus interactif possible et que je puisse répondre à vos interrogations sur des choses qui sont peut-être un peu connues ou méconnues. Là, j'ai pris un graphique qui est un graphique qui précise la température moyenne en France sur le même calendrier, donc on est sur 1900, avec une augmentation aussi significative à partir de 1990. En France, il y a eu un petit peu de décalage, mais on voit que depuis 1990, aucune année n'a été en dessous de la température normale de la planète ou de la France. Donc on est vraiment sur des années qui sont de plus en plus chaudes. La question de la chaleur, la question de l'adaptation à la chaleur va être aussi un vrai sujet, puisque quand on va parler de transformation de l'offre, on va aussi parler de quel type de bâtiment, quel type de lieu d'accueil, et comment on va potentiellement se préserver, se protéger de l'augmentation des températures. Un petit topo très rapide sur l'accord de Paris. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le sujet, mais l'accord de Paris, on est sur un accord qui date de 2015 et qui est le seul accord international qui vise un objectif à atteindre. Cet objectif, il n'est pas en émissions de gaz à effet de serre, il est en température. Et donc, l'accord de Paris dit qu'en 2100, l'humanité, si elle veut continuer à se développer de façon sereine et à peu près maîtrisable, doit viser un réchauffement climatique de plus 1,5 degré. Et surtout, ne pas dépasser toujours sur l'échelle en 2100 plus 2 degrés. Donc là, on est sur des perspectives et des projections en 2015 pour 2100. Alors, je vais poser une petite question. Est-ce que vous avez une idée approximative de là où on en est à l'échelle mondiale du réchauffement climatique au 31 décembre 2022 pour être précis, et aussi à quel niveau on est en France de réchauffement climatique au 31 décembre 2022. N'hésitez pas à prendre la parole ou à répondre dans le chat ou dans la discussion si vous avez des éléments de réponse. Si Marine, tu peux me faire le relais des commentaires qui vont arriver. Après, si vous n'avez pas d'idée, je vais poursuivre et je vais compléter. Pas d'éléments de réponse? Non? Donc, on est à la fin de l'année 2022 à un réchauffement à l'échelle planétaire de plus quasi 1,2 degré. Donc, je rappelle, on visait 1,5 en 2100, on est en 2023, en 2022, on est à plus 1,2 presque. Et à l'échelle de la France, on a un réchauffement climatique de plus 1,7 degré. C'est-à-dire que le réchauffement climatique sur le continent européen va plus vite que la moyenne planétaire. Et pour avoir un petit focus très local, nous sommes à Los, à côté de Lille. Une information aussi, c'est que le réchauffement climatique sur la ville de Lille depuis 1950 a déjà franchi le cap des 2 degrés, puisqu'on a un réchauffement climatique à plus 2,1 degrés sur la ville de Lille. Autre sujet qui est important, parce qu'on parle beaucoup du climat, beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la question climatique, c'est une seule des 9 limites planétaires. Et ces 9 limites planétaires, on est en train d'en franchir allègrement un certain nombre. Donc, on en a franchi 6 sur les 9. Je vais vous les lister après. Ce petit schéma, je vous le mets à titre informatif pour que vous puissiez cibler dans la zone verte, finalement, une zone de sécurité pour les activités humaines, donc en vert foncé. Et en fait, quand on sort du cadre général, c'est-à-dire qu'on a dépassé la limite. Donc, on voit sur ce schéma qu'on a dépassé la limite sur un certain nombre de limites planétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que franchir une limite planétaire, c'est assez compliqué de revenir en arrière derrière. Le seul exemple qu'on a, et c'est un exemple rassurant, c'est sur le trou dans la couche d'ozone, où dans les années 80, donc je pense que c'est l'accord de Montréal de mémoire, mais j'ai un doute,
a mis en place une vraie résolution de problème à l'échelle planétaire, ce qui fait que la question du trou dans la couche d'ozone est quasiment réglée. Mais on peut bien voir que cette question des limites planétaires est un vrai sujet, puisque émissions de CO2, on en a parlé, érosion de la biodiversité, perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, je ne vais pas dérouler dessus, la question de la déforestation, puisque pour limiter le CO2, il faut avoir des poumons. Les forêts font partie des poumons essentiels avec les océans de la respiration de la planète, l'acidification des océans et la surutilisation des ressources d'eau douce, puisqu'on sait qu'on a dépassé les limites d'utilisation de l'eau douce. Donc, on est sur un constat quand même relativement sévère, global, général, et l'idée c'est, et c'est pour ça que j'ai mis la définition de la RSE, donc je ferai le pendant entre RSE et développement durable, mais la définition de la RSE qui date de 2012 et qui est une définition européenne. Avant 2012, on était sur une définition de la RSE qui faisait 2 pages, et ils ont fait un gros travail de synthèse, et ils ont finalement limité ça à une seule phrase qui est la responsabilité des entreprises pour leurs impacts sur la société. Ça veut dire les entreprises, quelles qu'elles soient, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi il revient en arrière, je vais faire là. Ouais, je vais poser la seconde. Voilà, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Ça veut dire que globalement, les activités des entreprises, quelles qu'elles soient, aussi vertueuses soient-elles, ont un impact sur la société. Donc l'idée globale, y compris pour le secteur de la santé, y compris pour le médico-social, c'est de réussir à mesurer son impact, qu'il soit carbone, qu'il soit social, qu'il soit environnemental, pour pouvoir après agir et modifier là où son empreinte est la plus élevée. Petite question, mais je pense que c'était un peu le sujet du webinaire aujourd'hui, la question du développement durable. Alors, je sais que parmi les gens présents, il y en a quelques-uns avec qui j'ai déjà longuement échangé sur le sujet. Je vous mets la définition officielle qui date de 1987. Donc, 1987, le rapport Brundtland. Donc, on est quand même sur quelque chose qui date beaucoup maintenant. Et cette définition précisait que le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. En résumé, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact sur les conditions de vie des générations futures. Et donc, même sujet que lors de la définition de la RSE, c'est quelle part de responsabilité le secteur prend à un moment donné pour se dire « Ok, nous aussi, on va tenter d'agir pour permettre aux générations futures d'avoir des conditions de vie qui soient acceptables. » Le développement durable, très schématiquement et classiquement, s'appuie sur 3 piliers principaux qui sont le pilier sociétal, le pilier économique et le pilier environnemental. Et l'ONU parle de développement durable à partir du moment où ces 3 piliers arrivent à se développer dans un équilibre. Donc on voit un petit peu ce qui ressemble un peu à un médiator de guitare au milieu, la question de la durabilité. On est vraiment à un équilibre sur ces 3 domaines-là. Il y a depuis d'autres domaines qui sont ajoutés, mais là, on est vraiment dans la définition de base. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'économique et l'environnemental. Donc là, ça semble logique. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre entre l'économique et le sociétal, c'est-à-dire qu'il y ait une juste répartition des richesses, un partage des richesses qui soit équitable. Et puis, on a aussi un équilibre entre société et environnement, où il faut que l'environnement puisse permettre aux hommes, avec un grand H, aux humains, de vivre correctement. Donc, je ne sais pas si c'est un schéma que vous aviez déjà rencontré. Schéma classique aussi dans les travaux de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable. Je vais passer un petit peu plus de temps sur les 17 objectifs de développement durable. Ces 17 objectifs ont été définis également en 2015, donc juste avant l'accord de Paris, et avec des objectifs à atteindre pour 2030. Donc, il y en a 17, et si on regarde bien, la dimension purement environnementale des ODD, en fait, elle n'apparaît, si on enlève l'ODD 6 qui est sur l'eau, elle n'apparaît que sur l'ODD numéro 13, c'est-à-dire que les 12 premiers ODD sont des ODD à dimension sociale ou économique. La question environnementale arrive après. Donc en 2015, les vraies préoccupations du monde, de l'ONU, c'était plutôt d'avoir un développement durable humain, d'où le titre que j'ai repris pour ce webinaire, et d'être dans un développement où il n'y a pas de pauvreté, pas de faim, bonne santé, bien-être. Enfin, je ne vais pas tous vous les lire, mais je vais m'arrêter sur un qui touche beaucoup, le médico-social, le
sanitaire et le secteur de la santé en général, qui est l'ODD 10 sur la réduction des inégalités. Vous voyez, donc les ODD, comment ça fonctionne? Il y en a 17 et chaque ODD est divisé en cibles. Donc, sur cette ODD numéro 10, c'est la cible numéro 2 qui précise que d'ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance ethnique, de leurs origines, de leur religion, de leur statut économique ou autre. Tous les ODD, sur les 17 ODD, il y en a 11 qui s'interrogent et qui prévoient le monde en 2030 pour les personnes en situation de handicap. Là, on voit la question du handicap est présente sur cette ODD-là, avec aussi cette question à la fois de l'autonomie, d'où le lien avec l'autodétermination dont on parlera juste après, et aussi sur la question de l'inclusion et de l'intégration. C'est-à-dire que les sujets d'autonomie, d'autodétermination et d'inclusion ont leur part vraiment concrète de mise en œuvre et de participation à la mise en œuvre de l'ODD 10. Ça va, je vais pas trop vite, c'est clair? Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où un texte de référence sur un ODD dit qu'il faut travailler l'autonomie, il faut travailler l'inclusion, ça veut dire que ça impacte la façon dont on va travailler derrière. Autre exemple avec l'ODD numéro 13 sur les changements climatiques. Et là, on est dans la dimension éducation, sensibilisation. Améliorer l'éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et collectives et institutionnelles, en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. On va y revenir sur la notion d'adaptation et l'atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d'alerte rapide. Les systèmes d'alerte rapide, je le mets de côté, on est plutôt dans les pays qui sont soumis à des aléas climatiques de façon immédiate, style tsunami. Mais ce qui est intéressant dans cette ODD-là, c'est qu'en fait, on a deux critères. Le premier, l'atténuation, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre, atténuer le volume de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et surtout le deuxième, qui est de plus en plus d'actualité, surtout en France, qui est la question de l'adaptation. Et je pense que l'adaptation va être un sujet qui va s'imposer beaucoup dans le secteur médico-social avec des patrimoines immobiliers qui parfois sont absolument pas prêts à protéger les personnes ou à garantir des espaces de vie sereins pour des personnes pendant des périodes de canicule très longues. Donc globalement, sur le développement durable, on est sur 17 objectifs de développement durable qui défendent la vision d'un monde en 2030 plus juste, plus solidaire. On est sur des valeurs similaires et proches de ce qu'on défend au quotidien dans le secteur associatif. Donc l'idée, c'est d'avoir un monde qui soit viable, un monde vivable et un monde équitable. J'ai terminé, je suis allé un petit peu vite parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on ait surtout du temps pour échanger, que je puisse répondre à vos questions si vous avez des questions et surtout que vous puissiez, à travers tout ce que je vous présente là, commencer à imaginer ou percevoir des changements, des adaptations, des transformations qui seraient nécessaires à l'échelle de vos établissements, à l'échelle de vos associations. Donc là, on est vraiment... Je vais aborder la question de la transition par la dominante bas carbone, puisque c'est celle dont on parle le plus en France actuellement et qui impacte de plus en plus le secteur médico-social et le secteur sanitaire. Très rapidement, le secteur de la santé en France actuellement, donc c'est des chiffres qui viennent du rapport du Shift Project, on est à 2,6 millions d'emplois, 9,3% des actifs et surtout, on est à 8% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Je le fais très court, les émissions de gaz à effet de serre favorisent le réchauffement climatique, donc l'idée c'est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Si on fait un petit zoom sur le secteur médico-social, ça représente 30 000 établissements, 900 000 professionnels et 1,2 million de personnes accompagnées. Ce qui veut dire que cette activité génère des déplacements, génère des mouvements, génère de l'énergie, génère des consommations, génère un rapport à l'eau, génère un rapport à tout ce qui est en fait de l'ordre de la consommation des ressources naturelles. Cette actualité, on a pu voir arriver depuis 2 ans 2 rapports importants faits par le Shift Project. Le premier sur décarboner la santé pour soigner durablement. Donc là, on est vraiment sur la décarbonation du secteur. Et quand on regarde, quand on lit à l'échelle politique les travaux du Shift, on est vraiment en lien avec les orientations du ministère, on est en lien avec les travaux de la NAP, on est vraiment en lien avec un contexte actuel qui va orienter de plus en plus les établissements médico-sociaux vers
une réduction drastique de leur empreinte carbone. Et d'ailleurs, le Shift Project a fait un document plus spécifique sur le secteur de l'autonomie, donc la 5e branche de la sécurité sociale, sur cette question donc du médico-social et de l'accompagnement des personnes âgées pour essayer d'avoir une idée de quel était le coût carbone entre guillemets. Donc les résultats, donc le graphique n'est pas d'excellente qualité parce que tout est accessible gratuitement avec le chiffre, mais dans des qualités moins carbonées. Donc c'est pour ça que j'explique en fait. L'image est un peu floue, mais c'est fait exprès pour qu'elle ait un coût carbone moins important. Donc on voit la répartition des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé par acteur. Et donc les établissements et services pour enfants et adultes handicapés, on est à 17%. Pour les personnes âgées à 21%. Donc, on est vraiment sur une dominante sanitaire, mais pas que. Là, je vous montre ce tableau-là, qui sont aussi les résultats du Shift Project, pour qu'on puisse avoir une idée. Et après, je vous montrer un exemple, mais vraiment très rapide, de concret, des résultats d'un bilan carbone. Donc là, on est sur le bilan carbone du secteur, et on voit bien que les sujets principaux d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur la combustion, donc sur le scope 1, ce qui est en jaune, sur la combustion, sur la question de l'alimentation, des immobilisations, donc c'est tout ce qu'on achète et qu'à un moment donné, on immobilise sur le plan comptable, et sur aussi les déplacements des personnes. Donc on est vraiment sur des sujets, un triptyque, qui souvent se retrouvent, et je vais le présenter dans la diapositive juste après. Donc là, j'ai fait une extraction des résultats du bilan carbone du GAPAS, donc bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3. Donc vraiment, on a tout regardé. Et se détache un trio de têtes qu'on rencontre très très souvent, qui est en premier les achats. Ça veut dire que tout ce qu'on achète dans une association, dans un établissement, a un coût carbone, un coût environnemental important. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder comment on peut réduire. Sur la question énergie, au-delà de l'augmentation des coûts, on a vraiment des émissions, puisqu'on a souvent des bâtiments qui peuvent être encore chauffés au fioul ou chauffés au gaz. Et puis la question de la mobilité des déplacements, qui est aussi un sujet très important dans les établissements médico-sociaux et là à l'échelle au GAPAS. Donc on est vraiment sur un trio qui représente 82% de nos émissions, les achats, l'énergie et puis la mobilité. Je vais poursuivre un petit peu sur les enjeux, puisque les enjeux, peut-être Marie me faire juste un petit topo sur le timing, savoir où on en est au niveau de temps. Il te reste en tout 35 minutes. D'accord, donc ça va. Je vais ralentir un peu le flux, je vais aller moins vite pour qu'on puisse aussi prendre le temps sur cette question des enjeux et puis qu'après, vous ayez surtout le temps de poser des questions et de voir comment potentiellement ce sujet du développement durable peut impacter les établissements médico-sociaux et surtout quel type de réponse vous allez choisir ou avoir envie de mettre en place et en fonction des types de réponses, quel type de formation vous auriez potentiellement besoin. La question des enjeux, elle est assez importante puisqu'on a des enjeux réglementaires qui explosent en permanence, tout le temps, avec des lois, avec des décrets. Donc je ne sais pas si tout le monde en a connaissance, mais on est vraiment dans un environnement de contraintes assez important. On a des lois, on a la loi Egalim qui est un vrai sujet sur garantir une alimentation saine et de qualité. On a la loi sur l'orientation des mobilités, donc on est sur la question de la mobilité des déplacements, le décret éco-énergie tertiaire. Donc là, on est sur un décret qui est vraiment assez important, assez contraignant. Grosso modo, ce décret dit vous devez réduire, donc tous les lieux du tertiaire de plus de 1000 m² doivent réduire leur consommation énergétique de 40% en 2030. Comment on fait? Quels impacts sur les finances? De 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc, on est vraiment sur une orientation nationale de faites attention à vos déplacements, réduisez vos consommations énergétiques. On est dans une politique, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne l'avaient présentée en août 2022, vraiment une orientation sur de la sobriété. Il y a la loi AGEC aussi, qui est sur la limitation du gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, la loi climat et résilience, qui aussi enfin, le contexte juridique est assez important et ce contexte juridique a un impact sur la façon dont on pilote les établissements médico-sociaux. Bilan des émissions de gaz à effet de serre dans les faits, mais sachez que depuis le 1er
janvier 2023, c'est une obligation de faire un bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3, donc de prendre vraiment en totalité la responsabilité de nos émotions, de nos émissions. Je fais souvent ce lapsus, mais c'est un sujet très émotionnel. On a aussi des normes, des certificats, des labels et des chartes qui sont là pour aider, pour accompagner. Ça veut dire que potentiellement, quand on se lance dans la transformation, on peut aussi être accompagné, avoir des guides, avoir des supports qui permettent d'orienter et de prioriser les actions et ce qu'on veut faire. Donc voilà, la norme ISO 26000, c'est la norme de référence sur la responsabilité sociale et sociétale des organisations. La norme ISO 20400, c'est vraiment sur ce sujet des achats responsables. Mettre en place des achats responsables, c'est une vraie révolution en fait, dans un établissement, dans une association. Et donc, ça mérite de la technicité, ça mérite de la formation, ça mérite de l'accompagnement. Je pense que j'ai fait, voilà, juste après, deux diapos sur les premières orientations qui peuvent guider un changement, qui peuvent guider une transformation. En fait, le premier, c'est de clarifier une politique associative et ou institutionnelle, de savoir, voilà, on a fait des diagnostics, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on privilégie? Qu'est-ce qu'on priorise? Est-ce qu'on va sur les achats? Est-ce qu'on va sur le carbone? Est-ce qu'on va sur les déchets? Vers quoi on s'oriente? Est-ce qu'on va sur une limitation de nos surfaces occupées? Donc, il y a tout un ensemble de choix stratégiques qui sont à prendre en compte. Il y a, donc il faut spécifier son champ d'action. J'ai un message sur le... Voilà, ça va, c'est bon. Qui est aussi de cibler des engagements prioritaires. Souvent, le sujet du développement durable est un sujet très large, très complet, économique, environnemental, social, sociétal, et donc on a parfois du mal à savoir par où commencer. Donc il y a une vraie importance à devoir cibler des engagements prioritaires. Et il y a un outil qui existe, qui est mis en place par l'ANAP depuis de nombreuses années, qui s'appelle mon Observatoire du développement durable. C'est un outil aussi qui permet de mettre un premier pas dans la responsabilité d'une association ou d'un établissement et de pouvoir avoir une sorte d'inventaire de la maturité dans laquelle on se situe par rapport à la dimension sociale, à la dimension économique et à la dimension environnementale, mais aussi d'avoir un regard sur le rapport qu'on a à ces déchets, quels déchets on produit, comment on les produit, ce qu'on en fait. Donc, c'est un outil qui est relativement simple à utiliser, qui est en plein développement actuellement avec des versions améliorées qui vont sortir l'année prochaine. Mais on est vraiment sur un premier pas et un outil qui permet de savoir comment ça fonctionne. Donc, je fais de mémoire. Autre, entre guillemets, petit conseil, c'est de s'appuyer vraiment sur la question des diagnostics. Donc, mesurer son impact, l'impact carbone, faire un bilan carbone, de planifier des actions qui sont réalisables, qui sont vraiment à l'échelle. Ça vient aussi interroger la fameuse question des petits pas qu'on peut faire dans des associations. Les petits pas sont vraiment importants parce que ça permet d'en faire des grands, en fait, après. On peut faire des petits pas qui n'ont pas une donnée, enfin, qui n'ont pas des résultats immédiats, mais ça met en fait une énergie et ça met en mouvement des associations sur des sujets relativement simples. Il y a aussi, et c'est pour ça que l'intérêt, c'était de pouvoir présenter ça via Campus aujourd'hui, c'était la question de l'accompagnement des équipes. C'est-à-dire que engager une transformation du secteur en s'appuyant sur le développement durable, ça nécessite de la formation, ça nécessite de l'accompagnement, ça nécessite de la sensibilisation, ça nécessite des explications. Et puis, donc ça veut dire former aussi des professionnels qui sont clés. Et puis, ça nécessite aussi, là je vous donne un exemple, c'est le plan national santé-environnement, qui est aussi un texte de recommandation, on en est au 4e, sur la question du lien entre l'environnement et la santé. Et souvent, l'entrée en matière dans le développement durable par la santé est aussi une thématique assez intéressante, puisqu'elle est déjà sensible et on est déjà prêt finalement à travailler ces questions de santé. Donc, quand on travaille sur le plan national santé-environnement, donc il y a un découlé régional, un plan régional santé-environnement. On peut aussi avoir comme ça des guides et des orientations et des axes qui sont déjà prédéfinis sur lesquels on peut s'inscrire. J'arrive, je pense, de mémoire à la dernière ou avant-dernière diapositive de la présentation. J'ai mis exprès au centre le mot autodétermination. Là, vous voyez un petit peu tous les sujets qui ont
un peu transpiré dans ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, dans ce que je vous ai raconté. Mais je voulais aussi parler de l'autodétermination, puisque cette question du développement durable est une question compliquée qui vient remettre en jeu la compréhension du monde, les conditions du futur, et cet enjeu doit être accessible. C'est-à-dire comment on rend accessible une information à toutes et à tous, comme celle du développement durable, comme celle du réchauffement climatique, pour que chacun, à son échelle, en fonction de ses compétences, à un moment donné, puisse s'autodéterminer dans sa propre relation à l'environnement, au réchauffement climatique. Comment on peut mieux comprendre cette nécessité qu'on aura de s'adapter à un moment donné à des températures plus élevées qui vont durer plus longtemps? Comment on va pouvoir mieux appréhender des moments difficiles dans la vie des sociétés? Donc cette question de l'autodétermination, je sais qu'elle est fort développée à Campus, elle est aussi vraiment très présente dans comment moi je prends en considération le contexte, comment je comprends ce qui se passe pour pouvoir agir librement et pour avoir mon propre degré d'action alors on peut simplement comprendre et agir à petite échelle, mais on peut aussi parfois avoir envie d'agir à plus grande échelle. Donc on voit que ces sujets, les APTA, la sobriété énergétique, la qualité de l'air intérieur, gros sujet aussi réglementaire à partir de l'année prochaine, non, ça a été décalé en 2025, mais ce sera un vrai gros sujet, la qualité de l'air intérieur. Comment on garantit une qualité de l'air intérieur bonne dans les établissements qui accueillent les publics? Sensibilisation, formation, la QVCT, qualité de vie et conditions de travail aussi. En fait, on voit que la question du développement durable impacte et conditionne tous ces sujets-là. Quand on s'intéresse au développement durable, qu'on s'intéresse au réchauffement climatique, qu'on s'intéresse aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, on met en avant au quotidien tous ces sujets-là, puisque ces sujets-là sont aussi et garantissent finalement la bonne atteinte des objectifs de développement durable que l'ONU a fixés en 2030. La question des bâtiments, j'en ai très peu parlé, mais il y a un héritage architectural de bâtiments assez anciens qui ne sont absolument pas prêts à supporter des températures élevées. Donc voilà, climatisation, pas climatisation, chauffage, pas chauffage, comment on fonctionne, comment on se protège, comment on s'adapte. Tous ces sujets-là sont des sujets qui vont aussi radicalement transformer la façon dont le secteur médico-social a l'habitude de fonctionner, a l'habitude de travailler. L'idée, donc, c'était de vous présenter tout ça et de voir, donc là, on va passer à un temps d'échange aussi avec vous, si, alors, des fois, de répondre à vos questions, mais je vais terminer, je l'avais oublié, celle-là, pourtant c'est ma diapo fétiche. En fait, l'idée globale, c'est de savoir dans les établissements, dans les associations, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de ces constats-là? Est-ce qu'on se les accapare? Est-ce qu'on les transforme en politique? Est-ce qu'on décide, puisque finalement, on peut aussi le faire de ne pas s'en préoccuper, c'est pas interdit, donc on peut effectivement ne pas s'en préoccuper, mais c'est comment on peut aussi en faire un vrai moteur de transformation de notre activité quotidienne, comment on réoriente des activités pré-professionnelles autour de sujets liés à l'environnement, comment on peut reconstruire des nouvelles formations, l'accès à des emplois nouveaux. On est vraiment sur un sujet intéressant. Et donc, ce que dit Hans Jonas, donc Hans Jonas est un philosophe allemand qui a écrit un livre qui s'appelle Le principe responsabilité en 2013, qui était vraiment le grand penseur de la question environnementale. Et il dit une phrase qui est assez, que j'aime beaucoup parce qu'elle commence par un verbe à l'impératif. Donc, agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ça veut dire que concrètement, c'est comme si on avait une espèce de doigt géant qui sortait de l'écran et de toutes les caméras, de tous les écrans, et qui venait nous montrer, nous, pour nous dire, voilà, qu'est-ce que toi tu peux faire à ton échelle, comment tu peux transformer, comment tu peux changer ce que tu as l'habitude de faire, ton quotidien, ta vie professionnelle, parce que l'enjeu, et là on est sur une vraie similitude avec les objectifs de développement durable, c'est tout ce qu'on fait maintenant aura un impact sur les conditions de vie des générations futures. Et quand je dis les générations futures, ce ne sont pas forcément nos enfants, ceux qui ont des enfants, mais c'est vraiment les générations futures présentes à l'échelle de la planète, à l'échelle de la France, à l'échelle régionale, et la totalité des personnes qui représentent les générations futures. J'en ai fini avec ma présentation. Je suis allé relativement vite, peut-être un petit peu trop vite. Donc là, on est sur un temps d'échange, donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos interrogations.
Si je peux y répondre, je le ferai. Si d'autres intervenants peuvent y répondre, on le fera collectivement. C'est vraiment l'idée de créer un espace d'échange collectif pour voir quels sont les outils qu'on pourrait peut-être travailler, organiser, ou de quoi vous auriez besoin pour appréhender au mieux ce sujet du développement durable. J'espère que je n'ai pas assommé tout le monde. 13h30. Peut-être une des questions, sinon. Bah, Julien, si tu as une début de question. Bah, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu peut-être déjà de ton poste, parce que au sein du GAPAS, donc, l'association a fait le choix de mobiliser des moyens et puis d'identifier quelqu'un sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'organise au quotidien et puis peut-être des actions sur lesquelles tu as pu travailler, comment tu fais aussi, il y a plusieurs questions, mais on est quand même une association de 40 établissements, au GAPAS. Comment tu fais pour travailler aussi avec 40 établissements sur ces thématiques qui appartiennent à tout le monde en fait? La question du développement durable au GAPAS, c'est arrivée en 2018 et vraiment la première étape, et c'est ce que j'expliquais un peu dans la présentation, a été de construire une politique et de faire un choix dans ces combats pour savoir ce vers quoi on voulait parler, soit ce vers quoi on voulait aller, de quoi on voulait parler, sur quoi on voulait agir. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait des diagnostics audit énergétique, bilan carbone, c'est pour avoir des éléments, des outils, des informations qui nous orientent sur vers quoi on va. Et on a construit une politique qui est autour de 6 grandes thématiques, donc on n'a pas inventé la poudre, on a vraiment repris des choses qui existaient déjà, mais qui sont des choses réelles. Donc le premier sujet, c'est la lutte contre le réchauffement climatique en faisant un bilan carbone et en essayant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 75% en 2030. Le deuxième sujet, c'est les achats responsables. Comment on peut acheter autrement? Comment on peut acheter moins carboné? Comment on peut acheter plus local? Comment on peut acheter des choses qui vont durer plus longtemps? Le troisième sujet, c'est la mobilité, les déplacements domicile-travail, mais aussi les déplacements lors de l'activité professionnelle. Donc là, on a mis en place le forfait mobilité douce, par exemple. Le quatrième sujet, c'est l'énergie. Donc, on a un gros sujet, gros plan de sobriété énergétique pour réduire nos consommations énergétiques. Ça veut dire travaux, ça veut dire certificat d'économie d'énergie, ça veut dire investissement. Le cinquième, c'est la qualité de vie et les conditions de travail, qui est travaillé avec la direction des ressources humaines. Et puis le sujet final, qui est aussi important que les autres, c'est la question de la biodiversité. C'est-à-dire que quand on est dans des bâtiments, quand on occupe des espaces, qu'est-ce qu'on fait de ces espaces? Comment on favorise la biodiversité? Est-ce qu'on fait des diagnostics faune et flore? Est-ce qu'on améliore? Est-ce qu'on change? Avec qui on travaille? Donc au GAPAS, les 6 grands engagements sont ceux-là. Et après, donc moi, mon travail, c'est de piloter ça à l'échelle des 40 établissements et services avec des relais dans les équipes de direction, au niveau des professionnels et aussi des cercles de développement durable. On a mis en place des cercles de développement durable dans les établissements et services, dans lesquels peuvent participer des professionnels, mais aussi des personnes accompagnées pour avoir des questionnements et des réponses à leurs questions. J'ai par exemple fait plusieurs interventions autour de c'est quoi être VG, c'est quoi manger VG auprès de personnes en situation de polyhandicap. Donc c'était absolument passionnant parce qu'il y a une personne à un moment donné qui a interpellé quelqu'un pour l'aider avec son cahier de communication. Il m'a dit ton truc c'est pourri, moi je veux manger de la viande. Donc c'était assez intéressant de pouvoir avoir aussi des échanges comme ça. Et puis j'ai aussi présenté les résultats du bilan carbone, ou c'est quoi faire un bilan carbone avec des personnes en situation de handicap. Et il y a des établissements dans lesquels il y a plus de personnes accompagnées que de professionnels dans le cercle. Richard, j'ai une question à te partager qui a été mise sur la discussion de Madame Galland. Comment rendre compatible l'intégration dans le milieu ordinaire, des institutionnalisations et son accompagnement, donc qui génère des déplacements importants des professionnels, peu souvent possibles en transport en commun? Oui. En fait, c'est un très gros sujet. Par exemple, je sais qu'au GAPAS, on le connaît puisqu'on a développé des systèmes où il y a quasiment un véhicule par professionnel pour accompagner un jeune. On a vraiment des systèmes d'accompagnement qui ont besoin d'être là. C'est une vraie nécessité. Donc après, c'est la question de la priorisation. C'est-à-dire que quand on se dit, finalement, si on désinstitutionnalise, ça veut dire aussi que de l'autre côté, on va réduire nos mètres carrés, on va utiliser différemment nos lieux, donc on va avoir une action de réduction de nos émissions ailleurs, là où finalement, avant, on était dans l'institutionnel, avec une présence sur place, des chauffages, de l'électricité, de l'énergie pour chauffer des locaux.
Là, on va essayer d'équilibrer. Et puis après, je pense qu'il y a des sujets qui doivent être prioritaires, c'est-à-dire que l'idée, c'est de prendre des décisions éclairées. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, cette prestation de service-là va avoir un coût carbone plus important. Mais c'est pas grave, en fait. Parce qu'on a fait le choix de la faire quand même, parce qu'elle répond à un vrai besoin social, à une vraie politique aussi associative sur l'inclusion. Donc après, ce sont des choix. C'est vraiment d'avoir un éclairage le plus large possible, de se dire, bah voilà, mon impact, il est là-dessus. Et après, quand on est sur des voitures et de la mobilité, on peut très bien se dire, bah, je vais essayer de prendre des voitures les plus petites possibles. Je vais essayer d'avoir des voitures qui seront plutôt électriques. Donc, on continue son déplacement individuel, mais on essaie finalement, même en maintenant l'accompagnement individualisé, par exemple, en ville ou à l'extérieur, d'avoir un fonctionnement qui est le plus bas carbone possible. J'espère avoir répondu à la question. Il y a d'autres questions, Marine, dans le chat? Alors, il n'y en a pas dans le chat. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi poser vos questions directement Ah en oui, allumant vos micros. Et... il n'y a, Ouais, tout à fait. y a pas de questions sans intérêt, en fait, parce que c'est un sujet très large. Ouais, ça peut être aussi l'occasion, si vous voulez évoquer des actions que vous avez pu travailler dans vos milieux ou dans vos associations. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, présenter un petit peu des retours d'expérience, hein, parce que c'est une voie sur le développement durable. Il y a plein de choses qui peuvent être vues différemment. Ah, j'ai une deuxième question du coup. Alors, comment dans un contexte de crise, avec des établissements en déficit, donc sans aucune trésorerie pour financer la transition, j'ai un mot qui est caché, l'audit à la mise en œuvre d'actions, la transition et l'audit à la mise en œuvre d'actions. Le coût économique, c'est un coût qui est réel, hein. Et souvent, on perçoit le développement durable comme étant une charge économique supplémentaire. Ça peut l'être au démarrage, ça peut l'être sur des investissements initiaux, mais quand on va faire des choix de changer de mode énergétique, par exemple, effectivement, au départ, il y aura des investissements, il y aura des amortissements à faire. Et très rapidement, dans la vie du lieu, on s'aperçoit qu'on a des retours sur investissement assez rapides, souvent de l'ordre de 10 à 12 ans. Ça veut dire qu'après, finalement, c'est de l'argent qui est économisé. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une démarche assez militante auprès des financeurs pour leur dire, on a un contexte réglementaire serré, il nous faut des lignes budgétaires dédiées pour investir. Ce que la CNSA commence à faire pas mal, puisqu'ils vont vraiment mettre de l'argent sur des investissements et sur des choses qui sont en lien avec la RSE, la RSO, le développement durable. Donc, on a aussi des pouvoirs publics qui sont en train de modifier, de basculer sur cette évidence qu'à un moment donné, il faudra mettre de l'argent sur la table parce que beaucoup d'associations économiquement sont assez fragiles. Je pense aussi à certains financeurs comme soit le financement européen, il y a des lignes aussi, il y a des objectifs. On est obligé de s'identifier par rapport au développement durable dans le projet qu'on mène. Donc, il y a aussi pour reprendre ce que dit Julien, ce qu'il faut savoir, c'est que tout bientôt va être conditionné, même les appels à projets va être conditionné au fait de pouvoir défendre des critères de développement durable dans les appels à projets, comme dans les réponses. Donc, il faudra penser les nouveaux projets dans le social, dans le médico-social, dans le sanitaire, avec des éléments quasi obligatoires autour du développement durable, puisque les orientations ministérielles, les orientations à la NAP, les orientations régionales vont vraiment sur cette quasi-obligation maintenant de prendre en considération le développement durable dans tout ce qu'on fait en fait. Ça ne veut pas dire qu'on aura de l'argent tout de suite, mais il faut comprendre que très rapidement, on n'aura plus trop de choix en fait. J'ai une autre question, Richard. Donc, un conseil pour accompagner les gouvernances des associations à adopter les objectifs de développement durable comme objectifs prioritaires. Si vous êtes situé dans la région des Hauts-de-France, vous pouvez faire appel au Centre ressources développement durable, par exemple, qui peut vous aider gratuitement, c'est leur mission. Moi, je suis ambassadeur, par exemple, pour le Centre ressources du développement durable, donc je peux intervenir ailleurs.
gratuitement pour accompagner des premières réflexions de conseil d'administration, des premières réflexions de direction générale, des premières réflexions d'une équipe de direction dans un établissement qui a envie de se lancer et de cadrer un peu avec elles, avec des outils, avec des techniques, là où elles veulent aller, là où elles veulent se rendre. Après, sinon, il faut, soit il y a des gens en interne qui ont des petites appétences, donc il faut se dire, bon, on va les former, et puis ils vont devenir un peu les personnes référentes sur cette question-là. Ou sinon, il faut faire appel aussi à des cabinets extérieurs qui peuvent être sur des choses très ciblées, très organisées, et pas trop chères, vraiment définir sur plusieurs années une politique derrière. Après, la question de la sensibilisation, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est dans l'explication, dans la pédagogie. Et tout le monde n'est pas prêt à entendre. Si on prend un peu de recul, tout ce que je vous ai montré dans la première partie est quand même assez grave, assez dramatique. Donc tout le monde n'est pas prêt non plus à entendre des informations aussi difficiles que celle-là. Mais l'idée globale, c'est de dire oui, la situation elle est difficile, il faut y aller, quoi. Donc il n'y a pas de recette miracle, parce que si on avait une, je pense que je l'aurais. Il n'y en a pas. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis beaucoup d'informations, de sensibilisation, d'intervention. Et parfois, il faut aller sur l'extérieur pour trouver des gens qui ont l'habitude de faire ça et qui peuvent nous aider à structurer les prémices d'une politique associative. C'est vrai qu'il y a des professionnels aussi, moi je vois en tant qu'employeur, il y a des professionnels qui arrivent aussi sur le marché du travail où ils peuvent nous interpeller aussi. Oui. Moi, je trouve en termes d'attractivité, enfin, ça peut être un sujet aussi en termes d'attractivité. Ouais, je l'avais mis dans la slide avec toutes les thématiques. La question de l'attractivité des métiers, c'est vraiment, elle est fondamentale. Et je pense que, alors, sur les jeunes générations, il ne faut pas vivre non plus dans l'illusion que la jeune génération est vraiment à fond centrée sur le dossier, parce qu'en fait, c'est pas vrai. L'ADEME a fait une étude qui montre un peu, mais certes, il y a des professionnels, par contre, qu'on va aller chercher parce que ce sont des gens engagés qui vont s'intéresser à ces sujets-là. Ils vont peut-être plutôt privilégier un établissement, une association qu'une autre, parce qu'il y a cette dimension de développement durable. Donc, la question de l'attractivité des métiers, elle est aussi importante avec ça. On est sur des sujets finalement communs, hein. Le handicap, le développement durable, on est vraiment sur des questions qui sont des questions de comment on pense le monde en 2030 pour tout le monde, quoi. Alors, je continue avec une autre question. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'outils et de mise en place d'actions? Merci. Sur des outils sur quoi? C'est pas précisé, donc soit je peux, Madame Kemer, est-ce que vous voulez prendre la parole pour préciser votre question? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, ça va bien. Oui. En fait, j'aimerais avoir quelques exemples concrets de mise en place dans un service, dans un établissement, enfin à des échelles différentes au sein d'une association du médico-social. Comment ça peut se décliner aussi bien du siège jusqu'aux établissements, jusqu'aux professionnels et bien sûr les usagers. Je vous remercie. La question elle est judicieuse. En fait, c'est vraiment la plus grosse difficulté, c'est-à-dire qu'à chaque niveau de strate, il y a des étapes à franchir. Il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas d'outil magique. Mais je pense que vraiment la priorité, c'est d'avoir une politique associative qui est claire, qui après va s'expliquer et se diffuser à l'échelle des instances de direction. Mais aussi d'avoir un vrai appui dans les établissements. Alors, ça peut être la question de la mobilité, par exemple, si vous voulez une action concrète. La question de la mobilité, au GAPAS, on a mis en place le forfait mobilité douce, où pour encourager les professionnels à faire du vélo, du covoiturage ou de la trottinette à assistance électrique bientôt, c'est pas encore signé par tout le monde, mais bientôt, l'association donne une subvention, une prime, l'année suivante en fonction du nombre de jours de vélo, de covoiturage ou de trottinette parcourus dans l'année. On encourage aussi les professionnels à utiliser leur vélo personnel, puisque s'ils sont venus de chez eux avec leur vélo sur leur lieu de travail, bah, potentiellement peut-être que le vélo peut aussi servir. Donc, ils peuvent recevoir l'indemnité kilométrique du vélo à hauteur de 25 centimes du kilomètre parcouru pour les encourager à faire du vélo. Après, on a des établissements sur lesquels on va travailler le compost. Donc, on essaie d'avoir des liens, des partenariats avec le voisinage, avec les communautés de communes pour développer des espaces de compost collectif. Donc, c'est-à-dire que ce sont les jeunes des établissements ou les personnes adultes des établissements
qui gèrent les espaces de compost et puis qui reçoivent, qui accompagnent les gens de l'extérieur. Après, je reviens sur les outils, mais la question des diagnostics, à mon échelle à moi, elle est vraiment essentielle parce que ça donne vraiment une photographie de là où on doit aller travailler. Et donc, quand on est sur la question des achats, on sait que sur la question des achats, il faut plutôt privilégier maintenant des achats durables, c'est-à-dire des achats qui potentiellement peuvent coûter un peu plus cher au démarrage, mais qu'on pourra garder plus longtemps, qu'on pourra amortir plus longtemps et qu'on pourra aussi réparer. Donc, il y a ces dimensions-là. Sur la question alimentaire, là, c'est pareil, on essaie de se rapprocher de prestataires locaux, on essaie de se rapprocher de l'économie sociale et solidaire. Sur les prestations de services, on essaie aussi de se rapprocher des ateliers protégés ou d'économie sociale et solidaire. Enfin, tout ça sont des choses qui sont à définir et après qui doivent être pilotées. Donc moi, mon travail, c'est d'être en soutien des équipes de direction, des directeurs, des directrices, des cadres de direction, pour les aider à mettre ça en œuvre concrètement dans les établissements, parce que chaque établissement a sa problématique et ses spécificités. Mais ça peut être aussi, j'ai été sollicité par une professionnelle en région parisienne pour mettre en place quelque chose autour de la réduction des mégots, des déchets, enfin des mégots cigarettes. Donc là, c'est pareil, on va travailler ensemble. J'ai été sollicité pour travailler sur la réduction des déchets alimentaires. Donc là, on travaille avec les instances qui existent, c'est-à-dire les commissions de menus, les commissions de repas, on fait venir le prestataire, on réfléchit ensemble comment on peut changer les menus, les modifier. Donc, on est beaucoup dans l'échange, le partage et des groupes collectifs, mais l'idée globale, c'est de changer les choses derrière. Donc, il n'y a pas d'outil miracle, c'est vraiment sensibilisation, définir des lignes qui soient claires pour tout le monde, et après, chaque établissement et service essaie de conduire à son échelle à lui le plan collectif. Je ne sais pas si j'ai répondu longuement, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien, merci. Merci. Richard, peut-être en complément sur la question des financements, est-ce qu'en dehors des financeurs classiquement connus, il existe d'autres financeurs plus spécifiques, par exemple des organismes bancaires, qui peuvent être sollicités dans le cadre de projets de transition d'une structure médico-sociale? Sur les questions bancaires, oui, à part les banques, ça reste des banques. Il y a toujours un moment donné, il faut rembourser, donc on n'est pas dans l'idée d'avoir une subvention. Sur la question des travaux énergétiques, il y a ce qu'on appelle en France les certificats d'économie d'énergie. Donc, on peut solliciter des prestataires extérieurs pour leur dire, ben voilà, j'ai des bâtiments, dites-moi, vous qui êtes des spécialistes, faites le tour et dites-moi là où je peux agir, combien ça va me coûter. Et il y a des pôles de rénovation énergétique, comme par exemple l'isolation des combles avec de la laine de verre soufflée ou des matériaux ouatés soufflés. Ça ne coûte rien, en fait, c'est gratuit. C'est financé par un fonds privé. D'isoler ces tuyaux de chauffage, c'est aussi financé à 100%. Donc, en fait, il y a tout un tas d'informations qui existent à droite, à gauche, mais j'avoue, c'est excessivement chronophage de faire le recensement de tout ça. Je pense que Salomé Langlais est présente avec nous. Je crois que le RIOPS a lancé quand même un travail comme ça de cartographie de toutes les subventions qu'on pouvait aller chercher à un moment donné. Nexem a dû faire quelque chose d'assez similaire. Donc, il existe des choses, mais voilà, c'est aussi intéressant et c'est aussi pour ça qu'il est nécessaire d'avoir des personnes, au moins une personne dédiée à ça, c'est de pouvoir centraliser tout ça et diffuser ce qu'il est possible d'aller chercher comme subvention à un moment donné. Et après, il y a des régions. Par exemple, la région Île-de-France met beaucoup d'argent sur la table pour financer le photovoltaïque, ce qui n'est pas le cas dans la région Île-de-France. Donc, on peut vraiment avoir des projets de grande ampleur photovoltaïque à 200 000, 250 000 euros, et c'est pris en charge jusqu'à 70% par la région. L'ADEME finance, enfin, voilà, il y a des financements un peu partout, mais il y a vraiment des cahiers des charges à respecter aussi. N'hésitez pas à profiter. C'est de la pub qui court directement. Alors, il y a en fait le même principe que les CE pour l'énergie. Il y a des CE qui sont orientés vers la pratique du vélo. Donc, je pense je pourrais te laisser la parole pour en parler, Julien, mais en fait, à l'échelle du centre ressources et de campus, donc dans le bâtiment, on a lancé une labellisation employeur pro vélo qui permet d'avoir des subventions si on veut mettre un abri à vélo, si on veut mettre des arceaux sécurisés, si on veut faire de la sensibilisation, de la prévention, en fait. Donc, on essaie de défendre une labellisation, mais qu'on ait ou qu'on n'ait pas la labellisation, c'est pas très grave, même si on aime bien avoir une médaille d'or.
L'idée, c'est de pouvoir lancer une démarche et on a des subventions. Par exemple, un abri vélo C'est coûteux, vraiment. qui est coûteux, soyons parlons en chiffres, pour 8 places, un abri vélo sécurisé, c'est un peu plus de 7 000 euros. Et donc, sur ces 7 000 euros, via la labellisation employeur pro vélo, on peut avoir 40% du montant en subvention. Et donc, c'est-à-dire qu'on a des subventions, mais sous couvert d'avoir une vraie politique vélo. Après, il faudra avec les mairies, les comités de communes, enfin, c'est aussi un travail de traçage assez important à faire. Peut-être, Richard, là, j'ai plus de questions, mais moi, je trouverais ça intéressant de partager les actions qui ont été menées en lien entre la biodiversité et la participation des personnes accompagnées sur les animations nature. Alors, je n'ai pas les termes exacts, mais Oui, je trouve que c'est un projet qui illustre bien. Donc, à l'IME, donc il y a 2 établissements sur lesquels on a mis en place des diagnostics faune et flore. Donc, ça, c'est mon côté diagnostic, hein, j'aime bien avoir des données avant d'agir. Et donc, il y a un établissement, donc c'est l'IME La Pépinière, juste à côté du centre ressources, qui est sur 14,4 hectares, dans lequel on a fait un diagnostic faune et flore. On a eu des données sur comment on peut renforcer la biodiversité. Et puis, on a eu aussi tout un tas de données sur des travaux à faire, des aménagements. Et tout ça se fait aussi conjointement avec les éducateurs et les éducatrices dans les ateliers au quotidien. Donc, les jeunes voilà, participent à des activités biodiversité. Il y a à la pépinière, il y a une brigade, par exemple, qui s'occupe du tri des déchets, du ramassage des déchets, qui vont sensibiliser certains professionnels qui ne respectent pas bien le tri des déchets, donc ils vont leur tirer l'oreille de temps en temps, c'est assez drôle. Et on a aussi mis en place on a l'avantage sur ce lieu-là d'avoir de la terre agricole, donc il y a 2 hectares 4 de terre agricole. Il y a une maraîchère permacultrice qui s'est installée là. Et le deal, ça a été, on te met, Cécile, à disposition gratuitement un bout de terrain pour que tu fasses ton entreprise permacole. Mais en échange, tu travailles avec les élus, tu travailles avec les jeunes. Et donc, il y a des jeunes de l'IME qui sont en atelier la semaine autour de la permaculture, du travail de la terre, de la relation client, de la vente, sur des sujets qui peuvent aussi produire derrière des apprentissages très professionnels et peut-être créer aussi des vocations chez certains jeunes qui ont envie de s'occuper des chevaux, qui ont envie de s'occuper des natures, qui ont envie de s'occuper des arbres, qui ont envie de s'occuper de la poubelle. Donc ça permet aussi, ces sujets du développement durable permettent aussi de construire une nouvelle façon de penser un certain nombre d'activités, puisque je pense que très rapidement, les activités et l'emploi va de plus en plus exploser du côté du développement durable et de l'environnement. Donc il y a aussi là des marchés, des secteurs à aller chercher pour les ESAT, par exemple, pour fournir des prestations, même la question de la prestation alimentaire sur du zéro déchet. Enfin, on a tout un tas de nouveaux sujets qui sont des sujets intéressants dans lesquels les personnes en situation de handicap peuvent aussi trouver une orientation, une vie professionnelle et puis une vie finalement autonome tout court. On revient sur la question de l'autodétermination. Et je ne sais pas s'il y a le temps pour... Il y a une toute dernière question. Est-ce que Oui. c'est bon pour toi? Oui. Comment menez-vous vos diagnostics? Sur quelle base? Bilan carbone, c'est un diagnostic officiel, donc c'est une marque déposée avec un outil international qui s'appelle le bilan carbone. Donc on utilise un outil, moi je me suis formé pour les faire, donc j'utilise un outil officiel qui permet de diffuser des chiffres officiels. Un audit énergétique, c'est assez compliqué, beaucoup plus compliqué qu'un bilan carbone. Donc là, on passe par un cabinet certifié. Ce sont des ingénieurs qui font, ça coûte de l'argent, il ne faut pas être naïf. C'est un investissement, mais en fait, on s'aperçoit qu'en faisant les travaux derrière, on récupère énormément d'argent, finalement. Et Faune et Flore, on est passé par un partenariat avec une association écologique de la ville de Lille, avec lesquels on a monté un dossier, on est allé chercher de l'argent et on a réussi à faire financer finalement un diagnostic Faune et Flore et une mise en œuvre des travaux. On a replanté des arbres. Pour planter des arbres, c'est pareil, on a fait financer ça par un industriel de la ville de Roubaix qui avait besoin, lui, de baisser son bilan carbone. Et donc, c'est des rencontres et à un moment donné... mais en général, c'est toujours des diagnostics qui sont des diagnostics avec des outils officiels et sérieux pour qu'on puisse avoir des données scientifiques derrière sur lesquelles on s'appuie. Ok, je pense qu'on arrive au terme du webinaire. Merci Richard. Et puis, Merci pour l'invitation. voilà. Écoutez, c'était une invitation à réfléchir aussi sur
sur ce sujet du développement durable dans le contexte d'établissements médico-sociaux. Donc, n'hésitez pas derrière si c'est vous pouvez contacter Richard. Et puis, si c'est un sujet que vous souhaiteriez qu'en plus approfondi, nous, on y réfléchit. En tout cas, ça nous paraît cohérent par rapport au reste de notre forme de formation. Donc voilà. Merci encore et puis à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bon après-midi à tout le monde encore.